Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, enregistré à l'école alsacienne et en public donc, et devant un public même, dont le nombre nous surprend compte tenu du fait que nous sommes un premier dimanche de vacances. Nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité, nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, David Jayes, vice-président d'une société de conseil, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, et Lucille Schmid, vice-présidente de la Fabrique écologique. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 qui a pour titre « Les paysans sont-ils sauvés ?» Et il est ainsi chapeauté en n'accédant qu'aux demandes de la FNSEA, en reculant sur la protection de la santé et de la biodiversité, en n'engageant aucune réflexion sur des pistes innovantes, le gouvernement donne à penser qu'il n'existe qu'un seul modèle valable, celui d'une agriculture intensive, souligne Julien Bisson. Or, c'est ce même modèle qui a mené tant de paysans français sur la paille à force d'endettement et de pression sur les cours. Quant à reculer aujourd'hui sur la transition agroécologique, ce n'est rien moins que la garantie d'un grand saut à venir vers l'inconnu climatique. Les routes de France ne sont peut-être plus bloquées, mais alors que la moitié de nos agriculteurs sera partie à la retraite dans 6 ans, c'est bien l'ensemble du système qui débloque. Je voudrais vous dire que, comme pendant les agitations diverses, les problèmes continuent, nous avons décidé d'en prendre quelques-uns à bras-le-corps et de consacrer dans les semaines qui viennent quelques émissions à mi-chemin entre l'émission ordinaire et l'émission thématique à quelques sujets importants. Par exemple, la semaine prochaine, nous parlerons de l'agriculture, de l'écologie. Nous en parlerons autour du livre que David Jayes, ici présent, avec Xavier Desjardins, vient de publier chez Alary, La Révolution obligée. Le 18, donc ça c'est le 18 février, le 3 mars, nous aborderons la question de l'agriculture et de l'environnement avec Quentin Sagnier, qui a fondé la première agence mondiale de notation des sols. Et le 17 mars, nous essaierons de comprendre ce que fait et ce que permet de faire l'intelligence artificielle avec Raphaël Dehan, qui, avec l'aide de l'intelligence artificielle, a écrit une uchronie que je vous recommande, ne serait-ce qu'à cause de son caractère extrêmement instructif et divertissant, et qui s'appelle « Si Rome n'avait pas chuté ». Nous mettrons en ligne mercredi l'enregistrement des échanges que nous allons avoir tout à l'heure avec le public de l'école alsacienne. Votre contribution à notre podcast est reçue avec reconnaissance et elle est déductible de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Et notre prochain enregistrement public ici même à l'école alsacienne aura lieu le dimanche 10 mars. Vous pouvez vous inscrire sur notre site. Vous savez aussi que toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, d'un compendium, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement et qui arrive directement dans votre boîte aux lettres de courriel. Commençons par nous intéresser à ce nouveau gouvernement. Attendu depuis plus de 3 semaines, l'achèvement de la composition du gouvernement de Gabriel Attal a été retardé par le refus de François Bayrou d'entrer dans l'équipe. Le dirigeant centriste a invoqué mercredi un désaccord de fond avec les 2 têtes de l'exécutif, alors que son nom circulait notamment pour le portefeuille de l'Éducation nationale depuis sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. La liste rendue publique jeudi soir par un simple communiqué de l'Élysée comprend, en plus des 15 ministres de plein exercice, 13 ministres délégués et 5 secrétaires d'État. Le chef de l'État souhaitait une équipe resserrée de 30 ministres au lieu des 41 de l'équipe Elisabeth Borne. Au terme du plus long remaniement de l'histoire de la Ve République, le gouvernement est composé de 35 ministres et secrétaires d'État. Promu il y a moins d'1 mois à la tête d'un ministère cumulant éducation, sport et Jeux olympiques, Amélie Oudéa-Castéra paye les polémiques à répétition en perdant le ministère de l'Éducation nationale mais en conservant celui des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Emmené par Gabriel Attal à Matignon, le dossier éducation sera désormais partagé avec l'ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet. En dépit de la crise ouverte par François Bayrou, le MoDem conserve 4 postes. Le parti d'Édouard Philippe passe de 3 à 2 portefeuilles. La plupart des entrants sont en fait des revenants. À Bercy, Olivia Grégoire, Thomas Cazenave, Roland Lescure,
restent auprès de Bruno Le Maire et quelques périmètres sont fusionnés pour réduire la taille du gouvernement. Aucun ministre du gouvernement Attal numéro 1 ne vivait plus au sud qu'Angers, la ville de Christophe Béchu. Une Nantaise, une Bourguignonne, une Savoyarde, une Héraultaise, une Marseillaise font la rentrée dans la nouvelle équipe. La parité est respectée, même si l'on peut observer que 8 ministres de plein exercice sur 13 sont des hommes, tandis que 4 secrétaires d'État sur 5 sont des femmes. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci beaucoup Philippe. Ce matin, Gabriel Attal donne un grand entretien où il nous dit « Pour ce nouveau gouvernement, il n'y aura pas de temps mort ». Il nous dit « Nous allons accélérer ». Et je pense que c'est un point important à souligner, c'est que cette question de trouver un rythme à l'action présidentielle et à l'action gouvernementale est aujourd'hui un vrai sujet pour la Macronie, comme on dit, parce que nous venons de vivre, comme le rappelait Philippe, un interminable temps mort, justement, de composition du gouvernement, et que, au fond, en nous disant qu'il va accélérer, Gabriel Attal a besoin de remplir ce rythme d'un vrai contenu gouvernemental. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit nous allons d'abord traiter des urgences, puis ensuite, à l'été, nous traiterons les questions sociales, puis ensuite... À l'automne, nous traiterons des questions de travail. Et au fond, en posant ces enjeux, il nous dit aussi qu'il va falloir trouver une nouvelle manière de gouverner. Vous le savez, l'Assemblée nationale, c'est une majorité relative. Et au fond, le gouvernement cherche une façon d'imprimer sa marque. D'abord, avant les européennes, de façon à ce que les sondages qui sont très mauvais par rapport à la force du Rassemblement national puissent être conjurés. Et ensuite, trouver une manière, au fond, d'avoir des alliés au sein de cette Assemblée nationale, aujourd'hui extrêmement divisée et qui est plutôt comme une sorte de chaudron qui ne cesse, comme une sorte de marmite qui ne cesse de bouillir. Donc lorsque Gabriel Attal veut au fond nous expliquer comment il va mener ce gouvernement, il doit d'abord, me semble-t-il, retrouver une forme d'autonomie par rapport à Emmanuel Macron, ce qui est un point aujourd'hui en suspens. On le sait, Gabriel Attal n'a pas composé son gouvernement. On n'a pas le sentiment non plus que ce gouvernement 2 soit un gouvernement, ça a été beaucoup répété, qu'il soit un gouvernement de surprise. La seule surprise qui a été au fond mise en scène, c'est celle de François Bayrou. Sans doute une sorte de rancœur par rapport à ce jeune Premier ministre dont il ne souhaitait pas qu'il devienne Premier ministre. Mais les mots de François Bayrou ont marqué, me semble-t-il, quelque chose d'assez fort par rapport au décalage aujourd'hui entre ce qu'on pourrait appeler le pays réel, ce qui a été marqué par la grogne des agriculteurs, et puis une sorte de Macronie enfermée dans ce parisianisme qu'a dénoncé François Bayrou. Autre chose d'essentiel, cette question de l'éducation nationale sur laquelle il a insisté, cette fois-ci en parlant non pas d'un contenu, puisqu'il a au fond été plutôt sur la question de la méthode, et sur cet enjeu de méthode, Gabriel Attal devrait, et ça a été un point sur lequel il a beaucoup insisté lorsqu'il est passé jeudi dans son émission sur France 2, la question de retrouver, au fond, sur l'éducation nationale, la martingale qui lui a permis de devenir Premier ministre. Je voudrais quand même rappeler que ce Premier ministre était encore, il y a 3-4 ans, un très jeune ministre, qu'il est devenu Premier ministre en un temps record, et que cet enjeu d'accélération et de rythme personnel ne doit pas lui faire perdre de vue la question de trouver un rythme collectif et de trouver un contenu pour ce deuxième gouvernement. Le point essentiel sur lequel Gabriel Attal ne s'exprime pas, c'est la question des européennes, sur laquelle, on le sait, la majorité présidentielle cherche toujours une tête de liste. Que va-t-il se passer pour ce gouvernement qui déjà se fixe un calendrier qui est un calendrier enjambant les européennes, alors même que l'enjeu, bien sûr, c'est comment est-ce que, si jamais le Rassemblement national a un score aussi élevé que le prédisent les sondages, le gouvernement pourra continuer à gouverner lorsque les oppositions à gauche comme à droite ne cesseront de vouloir avoir sa peau. David Jays. Bon, s'agissant du remaniement, je ne suis pas sûr qu'il y ait un intérêt immense à commenter les péripéties qui ont conduit à la désignation de quelques sous-ministres supplémentaires près d'un mois après la formation du gouvernement initial, début janvier. En revanche, je repartirai comme Lucille de l'interview que Gabriel Attal a donnée dans le Parisien, que je trouve assez intéressante, d'abord parce qu'on y voit toute son habileté communicante. Il use de formules qui sont claires et frappantes. Il parle d'un printemps des urgences, d'un été social et d'un automne du travail. Je pense que Vivaldi peut aller se rhabiller. Il y a des mesures assez concrètes parce que je pense que au sommet du pouvoir, on fait le diagnostic que la coupure entre les Français et la politique, c'est que les hommes politiques se sont enfermés dans une novlangue technocratique, un peu abstraite, un peu aride, qui n'épouse pas la réalité quotidienne que ressentent les Français.
Message reçu 5 sur 5 par Gabriel Attal qui nous promet la semaine en 4 jours plutôt que la semaine de 4 jours, un plan contre les écrans, qui je pense par ailleurs est un véritable fléau de santé publique et de santé mentale, ou des choses très attendues en revanche, comme la généralisation du service d'accès aux soins dans les territoires qui sont frappés par une carence de médecins. Mais si vous voulez, ce qui me frappe, c'est le sentiment que tout ça ne s'inscrit pas dans un dessein politique général. Et je pense que on revient toujours au problème originel de ce second quinquennat Macron, c'est que en 2022, il n'a pas fait campagne sur un véritable projet de société ou sur un véritable programme. Le choix qui a été fait était celui de se représenter devant les Français en tant que dépositaire de la charge, garant de la continuité de l'État en pleine guerre en Ukraine, et qu'au fond, la compétence et le bilan suffisaient quasiment à autoriser sa réélection. Et tout ce qui a suivi est, à mon avis, une série de conséquences plus ou moins directes de cette erreur originelle, puisque dès l'été 2022, il s'est retrouvé en majorité relative, ou en minorité absolue, je ne sais pas comment on doit appeler ça. Les mœurs politiques françaises de la Ve République étant ce qu'elles sont, le personnel politique a fait la démonstration de son incapacité à former des gouvernements de coalition ou à formuler de véritables accords interpartis au Parlement. Je pense que là, la responsabilité est autant du côté de l'exécutif et de la majorité que des partis d'opposition. En tout cas, cette incapacité à gouverner de manière plus contractuelle va poser un sérieux problème dans l'avenir, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons plus de formation politique qui représente 40-45% des suffrages et qui donc peut prétendre à elle seule incarner une majorité de Français. Donc nous devons faire évoluer significativement, non pas tant nos institutions qui sont suffisamment plastiques pour accueillir cette démarche contractuelle, que nos mœurs politiques. S'agissant du coup de sang de François Bayrou, je crois, je ne partage pas complètement la sévérité de Jean-Louis dans le communiqué qu'il a publié il y a quelques jours, parce que, évidemment, derrière la péripétie, je crois déceler un reproche ou une amertume plus profond qui touche à ce qu'est le sens politique de cette démarche, finalement, de cette démarche à laquelle il a participé, contribué et qu'il a permise en soutenant Emmanuel Macron en 2017. Au fond, le macronisme, puisqu'on est désormais plus proche du terme que du commencement, est-ce une aventure politique dans laquelle une camarilla d'hommes et de femmes de plus ou moins bonne volonté ont voulu prendre en charge les problèmes du pays pour essayer de les résoudre à la manière d'un horloger qui réparerait un mécanisme déréglé? Je crois que ça n'était pas ce que souhaitait François Bayrou. Ou bien est-ce une véritable tradition politique issue de la convergence patiente de la social-démocratie et de la démocratie chrétienne autour du centre politique? Tradition politique signifiant donc personnel politique, ancrage territorial et puis succession dans le temps. Je pense que l'amertume de François Bayrou, elle tient à ce que c'est plutôt la première branche de l'alternative qui semble désormais être suivie à mesure qu'on se rapproche du terme. Je voudrais juste rappeler à David que les 4 saisons de Vivaldi sont 4, que le Premier ministre n'en a que 3, et que la saison qui manque, c'est l'hiver. Et l'hiver, ça pourrait être aussi, en citant Shakespeare, Winter of Discontent, l'hiver du mécontentement. Béatrice Gibelin. Oui, moi je suis assez, même tout à fait d'accord avec ce que vient de dire David. En fait, on se trouve dans la situation où gouverner avec une majorité relative s'est avéré absolument infernal. Voilà. Ça a marché, le macronisme, dans son premier quinquennat, parce que d'abord, il avait une majorité très confortable et sur la lancée d'une campagne qui est une campagne très favorable à l'Europe, ce qui était une audace quand on se souvient du contexte à ce moment-là où on avait plutôt une vision très négative de l'Europe, et lui a enfourché le discours de l'Europe à ce moment-là avec, je trouve, une certaine forme d'audace. On se trouve aujourd'hui dans une situation où comme ça a été rappelé, il n'a pas fait de campagne électorale.
Il s'est lancé très tard, absolument, bien évidemment, volontairement, jouant effectivement l'affrontement face à Marine Le Pen, ce qui assurait un peu sa réélection, et sans prévoir que derrière, les législatives ne lui donneraient pas une majorité absolue. Tous les commentaires à ce moment-là étaient de dire, de toute façon, dans la foulée de l'élection présidentielle, il aura sa majorité absolue. Et du coup, il n'y a pas eu de campagne non plus pour les législatives. Et là où tout s'est très vite grippé, c'est qu'il n'a pas cherché, Macron, peut-être à faire véritablement une coalition avec les Républicains ou une partie des Républicains. C'était peut-être pas possible. D'entrée de jeu, c'était peut-être le refus. À gauche, c'était le refus d'entrée. Donc ça, c'était pas possible. On pouvait pas y aller. Mais dans les représentations qu'il y avait quand même, je pense, chez une partie des Français, c'était l'idée qu'on pouvait peut-être fonctionner comme on fonctionne au Parlement européen. C'est-à-dire des positions différentes, mais on travaille ensemble, on peut arriver à un consensus et on avance. Et dans notre tradition droite-gauche, ça s'est avéré effectivement impossible. Donc c'est comment gouverner dans cette situation-là. Alors on a un coup de barre à droite, beaucoup plus souvent à droite qu'à gauche, d'ailleurs, il faut quand même bien le dire, avec une proposition, par exemple, qui a été faite par Attal, qui me semble tout à fait importante et de gauche, c'est la solidarité à la source. Bon, l'impôt à la source, ils ont su le mettre en place, mais si on met la solidarité à la source, ce dont la gauche n'a jamais parlé, à aucun moment, ça serait un changement extrêmement important. On a quand même un quart des gens qui ont besoin d'aide sociale, qui y ont droit et qui ne les demandent pas. S'ils arrivaient à faire ça, je pense que ce serait quelque chose de tout à fait essentiel. Alors après, quant à l'affaire avec Bayrou, moi je pense quand même que les égos, ça compte énormément. Et qu'il a soulagé d'être relaxé, même s'il y a appel, et ayant été privé pendant 7 ans d'avoir un exercice de pouvoir, il estimait qu'on lui devait quelque chose à ce moment-là. Et je pense qu'il est allé un peu loin par sa colère, peut-être par son envie vis-à-vis d'Attal. Il avait lui aussi eu envie d'être Premier ministre à un moment, et que ce genou lui donne le pion ne lui a certainement pas plu. Juste un mot sur la relaxe de François Bayrou. La plupart des journaux, pour pas dire presque tous, écrivent « relaxer au bénéfice du doute ». Et la manière dont ils choisissent la police du en bénéfice du doute, c'est-à-dire soit en mettant en italique, soit en mettant entre guillemets, souligne que le bénéfice du doute est dans leur esprit comme le fumet de quelque chose qui, etc. On n'est pas relaxé au bénéfice du doute, on est relaxé. Ou on n'est pas relaxé. On n'est pas à moitié enceinte, on n'est pas à moitié puceau, on l'est ou on l'est pas. On l'est, en effet, souvent au bénéfice du doute. Non, on n'est pas puceau au bénéfice du doute, on n'est pas non plus enceinte au bénéfice du doute. On est relaxé au bénéfice du doute parce que il est dans notre droit et dans notre tradition que le doute bénéficie à l'accusé. Et pourvu que ça dure. Donc, les insinuations, l'utilisation de au bénéfice du doute pour insinuer à propos de qui que ce soit, ça a d'ailleurs déjà été le cas à propos de Dupond-Moretti, sont des insinuations de mauvaise foi et des insinuations partisanes et surtout des insinuations dangereuses parce que celle ou celui qui écrit relaxer au bénéfice du doute en insistant sur le bénéfice du doute se retrouve un jour devant un tribunal, je suis pas certain qu'il trouvera que au bénéfice du doute est quelque chose dont il faille se méfier ou se passer. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, Philippe. D'ailleurs, j'ai été invité à France Inter, je crois, jeudi, et Demorand avait employé cette expression au bénéfice du doute. Et je lui ai coupé la parole en disant non, la phrase est sans preuve. Et il n'y a pas dans les déclarations, dans les publications et même les déclarations orales du président du tribunal, le mot bénéfice du doute. C'est pas du tout la même chose, sans preuve. Ça veut dire que nous avons affaire à des gens, des magistrats, qui pendant 7 ans, se sont acharnés à en trouver. Ils n'ont pas trouvé de preuves. S'il y a un doute qu'on doit avoir, et dont ils ne doivent pas avoir le bénéfice, c'est sur leur impartialité. Et je crois effectivement qu'il n'y avait pas de preuves contre François Bayrou, et c'est tout. Il n'y a pas de doute. Il n'y a que Alfred Dreyfus qui disait, assez curieusement d'ailleurs, au moment de l'affaire Oustric,
Il n'y a pas jamais de fumée sans feu. Évidemment, c'est assez paradoxal de la part d'Alfred Dreyfus. Mais revenons au gouvernement. Je voudrais, non, mais quand même un mot sur l'appel. Je trouve absolument, je ne veux pas m'immiscer dans les affaires judiciaires, mais je trouve étonnant que le parquet fasse appel. Parce que l'appel, c'est une procédure qui en général est destinée à protéger ceux qui sont les victimes, si je puis dire, de la justice, qui sont frappés d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement et qui font appel parce qu'ils estiment qu'ils ont été injustement frappés. C'est une mesure de protection des justiciables. Là, quelle est la justification de la part du parquet, sinon d'exprimer une manifestation de scepticisme, d'hostilité à l'égard de l'autorité judiciaire? Alors pourquoi marque-t-on cette hostilité? Je ne vois pas. Enfin, il y a une autorité judiciaire qui a pris sa décision. Où est la faute? Où est l'erreur? Où est l'abus de pouvoir de la part de cette autorité? Ça prouve bien que simplement le parquet, dans cette affaire, est enragé, à la fois parce qu'il n'a pas pu avoir de preuves, en dépit de les avoir cherchées, et qu'il est enragé parce qu'ils font également appel sur l'affaire Dussopt, parce qu'à 3 reprises, sur l'affaire Dupond-Moretti et sur l'affaire Dussopt et sur l'affaire Bayrou, on leur a montré que la présomption d'innocence, c'était quelque chose qui comptait et que tant que quelqu'un n'était pas jugé coupable, eh bien, il avait le droit de mener sa carrière. Et Bayrou a payé 7 ans de semi-retraite, de mise en berne de sa carrière, a payé très cher une faute qu'il n'a pas commise d'après le tribunal. Eh bien, ça, c'est impardonnable. Alors là, moi, je trouve que je suis très choqué. Revenons au gouvernement. Je reviens au gouvernement. Revenons-y avec la rapidité qui caractérise l'expression de votre pensée. C'est ça que vous êtes en train de m'expliquer. J'aurais dit plutôt les 3/4. Bon. Non, mais écoutez, moi, je vais quand même parler du petit conflit que j'ai eu avec François Bayrou. Je comprends très bien les attitudes des uns et des autres. C'est moi qui ai eu un coup de sang. Je le reconnais volontiers, et pour 3 raisons. La première, c'est que François Bayrou a présenté sa critique comme indistinctement personnelle et collective. C'est-à-dire qu'il a dit, pour des raisons personnelles, je n'accepte pas d'entrer au gouvernement, car ce gouvernement méconnaît les orientations fondamentales de notre famille politique. Bon, très bien. Quand on dit ça, ça veut dire que l'ensemble du MoDem est inclus dans la critique. Or, évidemment, on avait délibéré de rien, on avait discuté de rien, et il a ajouté, mais ça ne vous empêche pas d'aller au gouvernement, ceux d'entre vous qui seraient choisis pour y entrer. Alors là, c'est une forme quand même d'assez grand mépris pour ses collègues. Parce que moi, j'ai des scrupules, dit le président, vous, ça n'a aucune importance. Vous pouvez tout à fait fouler aux pieds les principes qui sont les nôtres, les orientations du mouvement. Et ça, moi, ça m'a vraiment, vraiment agacé parce que je m'estime comptable de mes choix critiques, et souvent critiques, ou d'approbation du gouvernement. Mais j'estime qu'une décision comme ça devait être soit personnelle, c'était très logique que François Bayrou n'ait pas envie d'être ministre là où on lui proposait d'être, et il estimait que maintenant sa carrière politique devait se dessiner autrement. C'était une affaire personnelle légitime, ça n'était pas possible, à mon avis, sans être très très insultant pour ses collègues, de nous embarquer dans cette boucle. La deuxième raison, c'est que malgré tout, c'est une démarche anti-Attal. Alors, on n'a pas tellement de bonnes bouteilles à la cave. Hein. Apparemment, on en a trouvé une. Moi, je le connais bien, c'est mon voisin de circonscription. C'est un garçon dont je ne pensais pas il y a 5 ans qu'il serait Premier ministre en des conditions aussi rapides, mais qui m'a toujours paru être un parlementaire brillant, sympathique, attentif aux problèmes, intelligent, etc. Il est nommé, il est nommé ministre de l'Éducation nationale, il surprend,
il étonne, il séduit. On le nomme à ce moment-là Premier ministre, et la première chose qu'il a à faire, c'est à déminer une crise agricole, pas à la résoudre. On ne résout pas une crise de cette ampleur, mais on va travailler là-dessus, si j'ai bien compris, dans quelques semaines. On ne résout pas une crise de cette ampleur en quelques jours, mais il la démine avec habileté, ouverture d'esprit, avec le concours d'ailleurs du ministre Modem, Fesneau. Donc tout ça se passe très bien. Et que voit-on en face de ça? On voit une espèce d'alliance objective du président de la République et du président du Modem pour dire, bien sûr, on va le laisser, mais on va lui renier les ailes, on va le domestiquer. Le président, à peine a-t-il nommé, fait un autre coup qui annihilait un peu l'esprit du premier en nommant Madame Dati, personnalité ô combien fascinante d'ailleurs, au gouvernement. Ensuite, on aurait attendu le mardi suivant que le nouveau Premier ministre fasse une grande émission dans laquelle les journalistes auraient pu essayer de savoir ce qu'il avait dans le ventre. Non, c'est le président de la République qui dit tout ce qu'il doit faire. Lui-même dit, et ça explique un peu la critique qui a été faite, je crois, par Béatrice, que la politique extérieure, on reste totalement fidèle et ô combien à la doctrine Chaban-Delmas du domaine réservé de 59, c'est-à-dire la politique étrangère, ça regarde pas le Premier ministre, ce qui est une absurdité, parce que tous les problèmes de politique intérieure sont déterminés par la politique, par les grands choix européens et internationaux. Et donc, on le marque et on lui fait un gouvernement absurde à bien des égards, et notamment sur l'éducation nationale. Sur l'éducation nationale, et là je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit David, moi je n'y comprends rien. On a eu un ministre de l'éducation nationale républicain, pendant les premières années du premier quinquennat. Ensuite, on a eu un ministre plutôt... C'est ça. Oui. Ensuite, on a eu Attal qui a très clairement fait les choses, et là on met Madame Belloubet qui a marqué tout au long de sa carrière qu'elle était opposée aux choix qui ont été ceux de Monsieur Attal. Comment voulez-vous qu'on y comprenne quelque chose? Le paradoxe, c'est que Bayrou est lui-même critique des positions de Monsieur Attal, et c'est la troisième raison pour laquelle j'ai été irrité, c'est que je trouve que la critique qu'il a adressée au gouvernement n'était pas la bonne. Il s'en est pris aux réformes de l'éducation nationale d'Attal en disant justement qu'elles étaient difficiles à mettre en œuvre, mais injustement qu'il ne fallait pas les engager. Et ensuite, il a alors évoqué le problème, alors sempiternel, depuis Capet, le problème des rapports entre Paris et la province, entre l'État et les collectivités. J'appartiens à un mouvement, je ne vois pas que nous ayons dans notre mouvement produit des idées géniales contre la suppression de l'ENA telle qu'elle a été menée, c'est-à-dire une faribole, comme dirait Mme Belloubet, contre la suppression des grands corps qui n'étaient pas, à mon avis, le corps préfectoral et le corps diplomatique, qui ne sont pas les véritables responsables du mal français. On n'a eu aucune idée claire sur la décentralisation, on n'a eu aucune idée claire sur la fiscalité locale, on n'a jamais protesté, comme je crois que le péché originel du macronisme en matière de collectivité territoriale, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Alors évidemment, c'est totalement impopulaire. Alors on a tout ça. Évidemment, on a les gilets jaunes, on a les agriculteurs, mais de dire il faut revoir tout ça, non. Disons ce qu'on veut faire, et à ce moment-là, on peut parler. Et d'une façon générale, je crois que le Modem, mon mouvement, devrait effectivement articuler des critiques précises, non pas une dénonciation générale de la majorité du Premier ministre, les orientations, un désaccord profond, toute cette mise en scène un peu intempestive. On devrait effectivement faire des critiques précises, et si on a trop de critiques à faire, à ce moment-là, on ne participe pas. Et c'est pour ça que j'ai dit que je préférais à tout prendre le soutien sans participation à la participation sans soutien. C'est dans Victor Hugo qu'on termine par « il dit ».
et des racines d'un chêne. Nous poursuivrons cette conversation dans la deuxième partie, c'est-à-dire celle qui s'enregistrera tout à l'heure grâce aux échanges avec la salle, mais passons, si vous voulez bien, à la question de l'Ukraine et notamment à celle de savoir que fait l'Europe si les États-Unis lâchent l'Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe, les États-Unis ont alloué plus de 75 milliards de dollars à l'Ukraine, dont 44 d'aides militaires. Mais il y a plusieurs mois, l'administration Biden a prévenu qu'elle n'était plus en mesure de continuer à soutenir militairement l'Ukraine sans l'aval du Congrès et donc sans compromis bipartisan. Le 12 décembre, à la Maison-Blanche, aux côtés de son homologue ukrainien, le président américain déclarait que l'appui des États-Unis à l'Ukraine se poursuivrait aussi longtemps que nécessaire, as long as it takes, et il a nuancé son propos en déclarant que l'aide militaire à Kiev continuera aussi longtemps que possible, as long as we can. Certains élus républicains ont cherché à utiliser la question de l'Ukraine pour atteindre un autre objectif, celui de faire adopter des mesures plus strictes en matière d'immigration et d'asile. Volodymyr Zelensky s'est vainement rendu à 2 reprises à Washington pour tenter de convaincre le Congrès de ne pas abandonner son pays en dépit des avancées jugées trop modestes de sa contre-offensive. Le 6 décembre, les républicains ont bloqué une enveloppe de 106 milliards de dollars, comprenant des fonds pour l'Ukraine mais aussi pour Israël, Joe Biden ayant décidé de lier les deux dans un plaidoyer pour la défense de la démocratie et de la sécurité nationale des États-Unis. Sur les quelques 118 milliards de dollars prévus par ce texte, plus de la moitié est destinée à l'Ukraine, dont 48 milliards de soutien militaire. Mercredi dernier, les sénateurs ont rejeté un texte visant à débloquer de nouveaux fonds pour ces deux pays en guerre, tout en réformant le système migratoire des États-Unis. Jeudi, le Sénat a finalement accepté d'examiner un texte sans le volet migratoire. Il pourrait se prononcer lors d'un vote final, puis l'envoyer à la Chambre des représentants, où les républicains sont majoritaires. Républicain que Donald Trump a enjoint de ne pas voter ce texte. À Bruxelles, en revanche, le 1er février, les Européens sont parvenus à contourner l'opposition de Viktor Orban pour voter un soutien de 50 milliards d'euros à Kiev. Un nouveau paquet de sanctions contre Moscou est également en préparation. Les États membres ont validé le plan de la Commission pour identifier et mettre sous séquestre les revenus des actifs de la Banque centrale russe immobilisés en Europe, environ 200 milliards d'euros. À terme, les revenus de ces actifs devraient être taxés et les fonds récoltés transférés à Kiev. Des transferts estimés entre 3 et 5 milliards d'euros par an. L'accord est, selon le New York Times, particulièrement important tant pour l'Ukraine que pour l'Union européenne. L'enveloppe d'aide, 33 milliards de prêts et 17 milliards de dons sur 4 ans, contribuera à maintenir l'économie ukrainienne à flot pour les 4 prochaines années. Le montant total de l'aide des Européens à l'Ukraine dépasse désormais celui de l'aide américaine. L'annonce de ce soutien européen a été immédiatement saluée par Kiev comme une victoire commune sur la Russie. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Philippe vient de rappeler dans son inventaire des aides combien l'Europe, en fait, soutient réellement l'Ukraine et combien la position des États-Unis est aujourd'hui fragilisée par une situation interne et des élections présidentielles avec le jeu de Trump. C'est d'évidence un moment absolument crucial pour l'ensemble des démocraties, États-Unis et démocratie européenne, et c'est un moment aussi évidemment crucial pour l'Europe. L'Ukraine fait les frais d'une tension très forte aux États-Unis entre Trump et Biden. On va simplement prendre l'interview qui a eu lieu avec le journaliste de Fox News, l'ex-journaliste qui est Carlson, qui est allé interviewer Poutine pendant plus de 2 heures en mettant Poutine en majesté. C'est un interview qui dit des choses importantes, c'est-à-dire que Trump se verrait bien l'allié de Poutine. Si cette interview a pu avoir lieu, c'est véritablement par une association Trump-Poutine à terme. Trump disant « moi je règle le conflit israélo-palestinien en 2 jours et le conflit ukrainien en 1 jour ». Oui, si on cède tout à Poutine, effectivement, ça sera rapide. Et sur la situation israélo-palestinienne, là, je lui laisse son affirmation. Et bien du courage pour y arriver. Et donc, si Trump est réélu, c'est, je crois, véritablement
pour l'Europe une menace très très importante. Ça sera une menace sur l'OTAN à tous les coups, mais ce sera sans doute un découplage, c'est-à-dire une position isolationniste des États-Unis qui mettra l'Europe face à ses propres responsabilités. Si c'est Biden, les choses iront mieux, mais sans trop quand même se faire d'illusions sur le problème d'une armée américaine qui doit faire face à beaucoup de fronts. Sur le front, évidemment, au Moyen-Orient, sur le front aussi avec l'Europe et sur le front aussi avec la Chine. Or, l'armée américaine, qui a de loin le plus grand budget du monde, puisqu'on est à 870 milliards, je crois, c'est de cet ordre-là, se trouve néanmoins avec des vrais problèmes de recrutement, parce qu'il n'y a plus de chômage en ce moment aux États-Unis, donc on ne se précipite pas non plus pour aller dans l'armée. Problème de recrutement, problème du coût du matériel, très très lourd. Je dirais, envoyer un certain nombre de missiles sur les Houthis, ça peut être de l'ordre d'1,7 milliard, donc on ne peut pas en envoyer comme ça des tonnes. Donc c'est un véritable problème. Donc on est dans cette situation-là. Donc il faut que l'Union, de mon point de vue européenne, ouvre vraiment les yeux. Elle a commencé à les ouvrir, puisqu'on voit bien que les budgets de défense se sont considérablement augmentés. Certains sont largement au-dessus des 2%, mais enfin, ce sont des petits États donc avec des budgets qui ne sont pas non plus colossaux. C'est les États baltes, par exemple. La Pologne, en revanche, qui a effectivement à peu près 3% de son PIB qu'elle met dans la défense. La France arrivera prochainement à 2%. Je crois qu'on est à 1,9%. Donc, c'est vrai qu'il y a cette prise de conscience. La guerre l'invasion russe en Ukraine a réveillé le monde. Mais si l'ensemble des budgets de défense des 27 se montent à peu près à 240 milliards, ce qui n'est pas rien, il se trouve que c'est pas du tout dans une politique commune, puisque c'est des industries de défense qui sont plutôt en rivalité les unes avec les autres, qui se trouvent en plus de ça, pour certaines qui doivent être relancées. On a promis 1 million d'obus au mois de mars à l'Ukraine. On est incapable de les fournir, très, très clairement. On les fournira sans doute, mais avec un certain retard. Donc il y a un gros changement à faire. J'ai fini là-dessus. Sur le Covid, l'UE a su répondre rapidement avec des contrats cadres. Peut-être saura-t-elle le faire aussi rapidement sur la défense, surtout si on se rend compte que les États-Unis le hachent. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que l'Union européenne n'avance jamais aussi vite que quand elle est menacée. Oui, quand j'habitais aux États-Unis, j'avais un psychanalyste qui ne m'a jamais dit grand-chose d'intéressant sur moi. En revanche, il m'a un jour dit, et c'est la seule chose dont je me souviens, quelque chose de très intéressant sur la politique étrangère des États-Unis. Il m'a dit, tu comprends, les Américains ne sont pas du tout les cyniques animés par le double standard qu'on dénonce, qu'on aime dénoncer dans le tiers-monde, sont plutôt au contraire des gens qui sont d'une naïveté déconcertante, qui sont tout d'un bloc et qui alternent, un peu comme les narcissiques, entre une phase de projection confiante, enthousiasmée à l'étranger, et puis ils se rendent compte que les plans ne se passent pas comme prévu. Et donc, à la phase d'enthousiasme qui pourrait caractériser aussi quelqu'un qui souffre de troubles bipolaires, succède une phase de déception et presque de dépression narcissique. Et là, hop, il s'isole. Et je trouve que cette explication est assez probante. Et il me semble que les États-Unis ne sont pas très loin d'entrer dans cette phase et que ceci est assez indifférent, en réalité, aux turpitudes. Trump-Biden, c'est quelque chose qui parcourt assez largement le spectre américain, et qui plus est, quand le pays traverse de graves difficultés sociales ou démocratiques, il y a un isolationnisme qui monte. Et on voit bien que le doute sur l'Ukraine ne se cantonne pas au camp républicain et ne se cantonne pas aux foucades de Trump. Alors évidemment, si Trump est réélu, est élu, pour une deuxième fois en novembre, ce serait une catastrophe, évidemment, puisque ça risque de rompre cette espèce d'équilibre et d'immobilité du front russo-ukrainien en faveur de la Russie. Et Poutine, évidemment, l'a bien compris, qui se lance dans une guerre d'usure pour essayer de maintenir l'équilibre jusqu'à ce que, espère-t-il, Trump soit réélu. Je suis tout à fait d'accord aussi avec Béatrice quand elle dit que l'Europe ne fait pas rien. Et on pouvait s'attendre à pire. On a été en quelque sorte, comme disent les Québécois, déçus en bien, parce que au début de l'agression russe contre l'Ukraine,
on entendait en Allemagne et en Italie, deux puissances européennes, des discours qui étaient pour le moins troublants vis-à-vis de l'Ukraine. Et je crois que les pays européens, à l'exception d'Orban qui profite de cette guerre aussi pour faire monter l'avantage de la Hongrie, on assiste quand même à une forme d'unanimité. Alors après, si vous voulez, quand on regarde la situation dans le détail sur le front ukrainien, on voit que il y a une immobilité pour une raison très simple, c'est que l'armée ukrainienne n'est quand même pas très efficace, honnêtement. Elle manque cruellement de munitions. On parle des obus, mais c'est tout un système de combat qui manque, de chars, et puis évidemment d'avions pour faire la différence. Et qu'aujourd'hui, on a une industrie européenne qui n'est pas, tout simplement pas équipée pour fournir, comme elle le devrait, l'armée ukrainienne. Ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tant la compréhension par les Européens de la gravité de ce qui se joue que la lassitude qui pourrait naître d'une guerre qui s'enlise. Parce qu'en réalité, cette guerre, elle ne sera pas terminée à la fin de l'année, elle ne sera pas terminée à la fin de l'année prochaine, elle risque de durer plusieurs années. Nous sommes dans une configuration comme la guerre des tranchées. Dans une configuration comme la guerre des tranchées, et Poutine joue sur cette lassitude. Les pertes en Ukraine sont à peu près de même intensité que les pertes côté russe, mais ce ne sont pas de même qualité, si j'ose dire. C'est-à-dire que cette guerre consomme la substance vive, les forces vives de l'Ukraine, et le risque, ce serait une victoire à la Pyrrhus de la Russie à force d'usure. Donc les élections européennes, je termine sur ça, vont être décisives sur cette question. S'il y a un déplacement du centre de gravité du Parlement européen, comme je le redoute, vers la droite et l'extrême droite, rompant les équilibres depuis 1979, deux questions pourraient en faire les frais, le climat et la guerre en Ukraine. Lucille Schmitt. Oui, je crois que ce qui est très intéressant dans ce qui se passe entre l'Union européenne et l'Ukraine, c'est effectivement qu'il y a en quelque sorte, on pivote par rapport à ce que représente la guerre en Ukraine pour nous. Les pays baltes, tous les voisins de l'Ukraine l'ont dit de longue date, c'est une guerre dans laquelle l'Union européenne devrait comprendre qu'une victoire de l'Ukraine contre la Russie serait une victoire européenne. C'est quelque chose dont on n'était pas vraiment convaincu. Et là, il me semble qu'il y a un pas qui a été franchi avec le fait d'isoler Viktor Orban, qui, on le sait, voulait éviter qu'on puisse voter, comme on le rappelait, cette aide à l'Ukraine. Donc il y a quelque chose qui a pivoté sur le but européen par rapport à cette guerre, et ça me semble être un point essentiel. En revanche, il me semble que ce qui est très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Joe Biden a notamment précisé que les États-Unis continueraient à soutenir l'Ukraine autant qu'ils le pourraient, as long as we can. Donc, il a changé là-dessus la phraséologie officielle. Pourquoi ? Parce qu'au fond, la doctrine américaine qui a été depuis très longtemps de dire qu'il faut être capable de soutenir deux fronts à la fois, deux guerres à la fois, est en train d'être complètement bouleversée par ce qui se passe en termes d'interconnexion entre les adversaires des États-Unis. Il y a évidemment une interconnexion entre la Chine et la Russie. Il y a aussi un lien avec l'Iran. Il y a le jeu trouble que joue la Turquie, qui se présente comme médiatrice, mais qui fournit des armes à l'Ukraine et qui en même temps est du côté de la Russie. Donc il y a quelque chose qui se passe en termes d'interconnexion qui oblige au fond Joe Biden. Et évidemment, si Donald Trump était élu, ce serait encore plus fort. Mais effectivement, je suis d'accord avec le fait que ça ne changera pas radicalement la stratégie américaine. Ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis ne peuvent pas être partout à la fois et qu'ils ont, Béatrice le rappelait, certes un énorme budget militaire, mais ils sont confrontés aussi à des questions de renouvellement des armements, de transformation des doctrines, de nouvelles technologies qu'ils maîtrisent encore mal. Et puis, du coup, la question au fond, l'Ukraine, qu'est-ce que ça représente en termes d'influence américaine dans le reste du monde ? C'est une question qui se pose différemment, évidemment, de l'Union européenne en termes de géographie et en termes de stratégie mondiale. Donc on est dans une situation où aujourd'hui, on ne peut plus compter sur les Américains de la même manière, et c'est un point durable. Et quand David nous dit que la guerre pourrait durer plusieurs années encore, évidemment, c'est un point qui concerne, pour le coup, l'ensemble des démocraties. C'est-à-dire que notre fragilité démocratique, on le voit, puisque l'année qui est 2024 sera une année élective à la fois au niveau de l'Union européenne et au niveau des États-Unis. Ce qui est en train de se passer, c'est que notre fragilité démocratique, qui peut être aussi une force, c'est-à-dire utiliser notre vulnérabilité, on verra dans le résultat des élections comment se maintient. Mais du coup, ça signifie que lorsqu'on fait campagne, qu'il s'agisse des États-Unis ou de l'Union européenne, il faut pouvoir aborder cette question avec une certaine forme de réalité, de réalisme, et non pas la mettre sous le tapis, parce que sinon, en fonction des résultats, l'Ukraine ne sera plus soutenue de la même manière par l'Union européenne et par les États-Unis. Jean-Louis Bourlange.
Oui, j'ai compris en écoutant David que son psychanalyste s'était trompé de client. Parce qu'il s'adresse à David qui, au moins en apparence, a l'air raisonnablement sain d'esprit, et alors qu'évidemment, c'est Trump qui aurait dû être son client, et ça aurait été très bon. Mais ça m'a confirmé dans cette idée que j'ai depuis toujours, c'est que le problème des psychanalystes, c'est que ceux qui vont les voir sont pas ceux qui en ont vraiment besoin. Sinon, sur les États-Unis, d'abord les intentions américaines. Moi, je crois que c'est une situation très grave. Objectivement, c'est très grave parce que, je corrigerai légèrement ce qu'a dit Lucie, les Américains ne sont pas confrontés à 2 théâtres, mais à 3. Ils ont l'Europe, avec l'Ukraine, ils ont le Moyen-Orient, dominé par la confrontation avec l'Iran, le Gaza, évidemment, les Houthis, enfin tout ça, donc l'océan Indien, et ils ont évidemment la Chine, Taïwan. Alors, ça fait lourd. Ça fait lourd, quand même, pour eux. D'autant que quand on regarde le bilan de toutes les expéditions militaires américaines depuis la guerre de Corée, qui est le dernier vrai succès, mais MacArthur n'est plus là, qui est le dernier vrai succès d'une opération de protection américaine, ils n'ont jamais gagné aucune guerre, en dépit d'un appareil militaire formidablement puissant, incroyablement moderne. Ils se font battre par des locteux en Afghanistan et ils se font tenir en échec par d'autres locteux chez les Houthis. Donc il y a quand même quelque chose qui fait que les Américains ont un peu peur, et là se produit effectivement sans doute le phénomène psychologique que décrit David, à savoir, on va pas s'en occuper, ça finit, on va regarder chez nous. Et je pense que c'est extrêmement grave. D'autre part, le problème de monsieur, qu'est-ce que veut faire éventuellement monsieur Trump? Est-ce que c'est simplement un retrait? Moi, je crois d'abord qu'il ne quittera pas l'OTAN, parce que c'est un moyen de pression considérable sur beaucoup de gens, et qui gardera ce moyen de pression. Je ne crois même pas qu'il dénoncera l'article 5 de l'OTAN, qui est la clause de solidarité. Il ne la dénoncera pas formellement, il se contentera d'en faire prévaloir et de le faire savoir aux intéressés, c'est-à-dire au président russe, que ça ne l'engage pas réellement. Et donc, on sera quand même très, très, très incertain. Mais l'idée qui est celle de Biden, c'est de dire, et qui est très logique, écoutez, on dépense beaucoup d'argent pour vous, on a d'autres théâtres, il faut que vous vous y mettiez. Mais je pense que ça, c'est très logique, et il faudrait qu'on se remue un peu les énergies pour répondre à cette attente. Mais je pense que l'idée de Trump est différente. D'abord, il ressent la concurrence européenne, et notamment la concurrence allemande, comme très forte. C'est un adversaire systémique, on dirait, l'Allemagne pour lui. Et c'est quand même très important. D'autre part, son véritable, et là il fait un choix, qui n'est pas forcément un choix idiot, bien que ça n'ait pas été très clair dans le précédent mandat de M. Trump, qui est de privilégier l'hostilité à la Chine. Et ça, j'en discutais récemment avec notre ami Nicole Niesotto, et on a envisagé l'idée que, en réalité, il va essayer de dissocier Poutine de M. Xi, et va donc lui donner des facilités de débordement, de prise de contrôle de notre côté. Alors, une Europe pas défendue, un permis de faire à peu près ce qu'on veut en Ukraine, en Moldavie, etc., c'est quand même quelque chose de très, très dangereux et de très, très mauvais. Alors, la troisième idée, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a comme problème? Le premier problème qu'on a, c'est que l'opinion n'est pas mobilisée. Elle est pro-ukrainienne. Elle est un peu lassée, mais elle est pro-ukrainienne, mais elle n'est pas mobilisée. Les gens qui étaient complètement contre les Russes, ils ont quand même voté très largement, avec le RN et avec LFI, très largement, pour des partis qui ont fait une percée contre les socialistes et contre la LR, ont fait une percée importante lors des dernières élections présidentielles. La dernière élection présidentielle, c'est significatif d'une déconnexion
entre la perception des réalités extérieures et la façon dont les gens sont introvertis, regardent les intérêts catégoriels, leurs problèmes, et sont vraiment, comme les Américains, très tournés vers eux-mêmes. La deuxième chose qui est très, très importante, c'est juridiquement, il y a une sorte de déphasage entre le camp de la résistance aux Russes et l'Union européenne. L'Union européenne comporte des gens qui ne veulent pas agir et qui paralysent assez largement, comme le Hongrois et maintenant le Slovaque, le Slovaque, et un camp très résolu qui comprend des puissances comme le Royaume-Uni, qui est extérieur à l'Union européenne du fait du Brexit. Et la troisième chose qui est décisive, c'est la situation en France. Quand vous voyez les sondages sur le succès potentiel de la droite profonde, de Mme Le Pen, de M. Dupont-Aignan et de M. Zemmour en flanc-garde, vous avez une possibilité très réelle qui se manifestera en coup de semonce aux prochaines européennes, mais qui peut se manifester en réalité au moment des présidentielles. Et là, si véritablement la droite profonde prend le pouvoir en France, c'est l'ensemble de la solidarité européenne, de la résistance européenne, de l'Union européenne qui est brisée. Et là, nous sommes dans une situation véritablement d'inconfort, plus d'inconfort, de marginalisation historique accélérée. Or, les efforts qu'il faut faire, j'ai pas le temps de développer, mais les efforts qu'il faut faire, ils sont limités. Ils sont limités. L'Ukraine a besoin qu'on l'aide. L'Ukraine gagne si elle ne perd pas. Il faut lui éviter la tentation de l'offensive, car elle ne la gagnera pas. Il faut lui donner les moyens de tenir, de protéger ses hommes, de protéger sa société, de répondre avec des munitions. C'est du travail qui demande un peu d'argent, un peu de mobilisation, un peu d'économie de guerre, comme dit le président de la République, et c'est quand même absolument lamentable qu'on n'y arrive pas mieux. La suite dans la conversation que nous allons avoir avec le public et qui vous donnera encore, oui, davantage de temps. À propos de temps, nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je vais l'introduire comme je le fais d'habitude, en vous priant par avance de m'excuser du fait que cette brève sera bourlangesque, c'est-à-dire une sorte d'oxymore dans les termes. Mais j'espère que vous trouverez qu'elle... Après Bayrou, je suis vraiment agressé de tous côtés. Il faut tenir, Jean-Louis. Par mes amis. J'espère que vous trouverez qu'elle mérite votre attention et je vous suggère de concentrer votre attention sur 3 points. Et rassurez-vous, quand je dis 3 points, ce n'est pas comme Jean-Louis, il n'y en a pas 7 qui défilent ensuite. C'est la logique, la langue française et le droit. J'ai donc reçu d'un auditeur cinéaste la copie d'un communiqué émis par l'Académie des arts et techniques du cinéma le 23 janvier dernier. Il est intitulé « Non mise en lumière d'une personne éligible au César en cas de mise en cause judiciaire ». J'en ai pris l'essentiel car vraiment il ne faut pas abuser du temps des autres. Dans l'hypothèse d'une mise en examen ou d'une condamnation judiciaire d'un ou d'une participante à un film éligible pour des faits de violence. Alors c'est le participant qui est éligible pour des faits de violence, c'est pas le film. Faites attention parce que tout le communiqué est écrit comme ça. Notamment à caractère sexiste ou sexuel, la personne ainsi mise en cause ne ferait l'objet d'aucune mise en lumière. En pratique, sans préjudice de la présomption d'innocence, la personne mise en examen ou condamnée ne sera invité à aucun de ces événements organisés par l'association, non mise en examen ou condamnée. La révélation de la décision de mise en examen ou de condamnation pénale pourra être le fait de la publicité donnée à une affaire par les médias nationaux. Cette révélation pourra également venir de la victime, partie civile ou de son avocat, qui pourront contacter à cet effet le secrétariat de l'Académie. Enfin, si à l'issue des 2 tours de scrutin, les membres votants de l'Académie décidaient d'attribuer un César à une personne faisant l'objet d'une mise en cause judiciaire, ce vote ne donnerait lieu à aucune remise de César sur scène ni à aucun discours par ou pour la personne concernée, qui ne bénéficiera d'aucun parcours presse ni d'aucune mise en avant sur les différents supports de l'Académie. D'un commun accord entre le bureau et la Chambre des représentants de l'Académie, il a enfin été décidé que la réflexion se poursuivrait après la cérémonie 2024 afin d'évaluer ce nouveau dispositif et d'étudier toutes les pistes qui pourraient permettre de l'augmenter, tout en s'inscrivant dans le strict respect du droit des personnes mises en cause. Fin des extraits de ce communiqué.
En écho, j'ai lu hier ce tweet de mon confrère Hubert Huertas. Il est étonnant à observer cet hommage absolu à Robert Badinter de la part d'une société qui pratique ce qu'il a dénoncé toute sa vie, la condamnation à mort, ici à mort sociale, sans jugement, au nom de la victime qui devient le juge, l'avocat général et le jury. Ces dernières années, devant la cascade de dénonciations-condamnations dans les affaires de viol ou d'abus sexuels, Robert Badinter le disait avec sa femme Élisabeth, et tous deux étaient renvoyés à leur état de bourgeois réactionnaires par ceux qui enterrent aujourd'hui le flamboyant Robert en le couvrant de fleurs. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est vrai, c'était long. Mais c'était magnifique. C'était magnifique. Je dois dire que vraiment, moi, j'ai ressenti beaucoup. Je connaissais bien Robert Badinter. Je le voyais régulièrement. Je l'ai invité à déjeuner il y a 2 mois. On discutait. C'était des moments formidables de gaieté, de drôlerie, d'intelligence, d'expérience. J'ai vraiment appris sa disparition. C'est des gens. Quand on commence à vieillir, on considère parfois que des gens qui disparaissent à 95 ans sont victimes d'une mort prématurée. Mais alors je voudrais, puisqu'on est dans la rubrique, je voudrais quand même signaler, je voudrais signaler et appeler l'attention de tout le monde sur la mort d'Alfred Grosser. Alfred Grosser a été un très grand professeur à Sciences Po. Il avait fait avec François Gogel le livre sur la politique française. Alors, c'était un centriste pro-européen et un gaulliste assez ferme, Gogel. Ils avaient fait un manuel qui était formidable, qui disait tout sur la politique française. Il avait fait une thèse sur la 4e République et la politique extérieure, pas la politique extérieure de la 4e République, mais le lien, la façon dont une politique extérieure était fabriquée par un système. Et c'est une thèse absolument prodigieuse sur... parfait, il dit tout sur cela. Et alors, évidemment, c'était un juif allemand qui fait partie de ces gens, comme Joseph Revent, qui était un très grand ami à moi, compagnon d'Edmond Michelet, qui ont tout de suite, dès 1945, qui ont engagé la réconciliation franco-allemande et la fabrication de l'Europe. Ce n'est pas lui qui a dit, c'est Revent, dans une conversation avec Georges-Henri Soutou, le père, non, ils étaient en juillet 1940, dans une gare près de Lyon. Ils attendaient un train, ils ne se connaissaient pas. L'un lisait Esprit et l'autre s'approche de lui, vous lisez Esprit, on doit avoir des choses à se dire. Et la conversation a porté, et c'était tout à fait ce que Grosser aura pensé toute sa vie. Bon, il est clair, nous sommes en juillet 40, il est clair que l'Allemagne va perdre la guerre. Le problème, c'est comment la réintroduire dans la communauté internationale. Il y a quelques personnes qui ont fait ça. Il y a Revent, il y a Grosser, il y a Simone Veil. Simone Veil qui m'avait dit, moi, quand je suis revenu des camps, j'ai dit, soit on les tue tous, mauvaise option, soit on fait l'Europe. Et ce sont ces juifs pénétrés de la culture allemande, comme Revent et Grosser, qui ont porté ce combat, et on leur doit énormément. On leur doit de vivre en paix, tranquillement, et même si on se bagarre tous les jours un peu avec les Allemands, on ne leur fait pas la guerre, et on s'en trouve mieux. Lucille Schmitt. Je pense que je vais avoir l'air un peu décalé, parce que je voulais recommander Vivant, peut-être. Je voulais recommander un roman que je trouve assez magnifique de Clara Arnaud qui s'appelle « Et vous passerez comme des vents fous ». C'est une expression qui vient d'un grand poète arménien, « Et vous passerez comme des vents fous », Vanès Shiraz. Et c'est un roman qui en fait décrit les conflits autour des questions d'écologie, de biodiversité, d'ours dans les Pyrénées. Et je trouve que le romanesque est parfois très fort dans un moment où on a le sentiment qu'il y a des impasses justement entre l'écologie, la question sociale, ce qu'est notre modèle économique. Il vaut mieux s'attacher à des personnages. Là, il s'appelle Alma, Jules et Gaspard. Et en plus, ça s'inscrit dans l'histoire de ce territoire, y compris avec un montreur d'ours qui va jusqu'à New York au 19e siècle. Je trouve que c'est un beau roman et j'espère qu'il vous aidera à penser qu'on peut imaginer une société ensemble entre agriculteurs et écologistes. Béatrice Ziblin. Eh bien, moi, ce sera un moment pour se remettre un peu
d'un monde un peu difficile. C'est courez donc au théâtre de la ville qui a réouvert. Allez voir Le songe d'une nuit d'été, mise en scène par Emmanuel de Marcy-Motta, qui est un très, très grand, de mon point de vue, metteur en scène. D'abord, c'est une pièce magnifique, que cette pièce de Shakespeare. C'est très bien traduit par François Regnault. Et dans les mises en scène de Marcy-Motta, je trouve qu'il y a toujours une clarté pour mettre en valeur le texte, nous permettre de le comprendre et accompagné d'une poésie absolument séduisante. C'est un très très beau moment. Courez-y. David Jays. La lecture du communiqué que vous avez donné, Philippe, me fait surtout penser à cette phrase de Philippe Meuret qui parlait de désir de pénal. Il ajoutait les matons de Panurge. Comme il a été question de beaucoup d'agriculture ces dernières semaines, je me suis plongé dans les textes d'Edgar Pisani, les textes disons, Edgar Pisani, dernière période, à la fin de sa vie. Il a été, vous le savez, un très grand ministre de l'Agriculture. Il a été l'artisan des lois de modernisation agricole qu'il a d'ailleurs beaucoup construit. Le 62, 60, c'est Debré directement. Oui, 62, absolument. Puisqu'il, lui, il prend ses fonctions en 61. Il a beaucoup travaillé avec Michel Debatisse, qui était le leader des jeunes agriculteurs. Et en 1992, ils se réunissent dans un petit groupe qui publie pendant 3 jours, dans une sorte de conclave à Seillac. Et il publie un petit texte qui s'appelle le Manifeste de Seillac. Alors, dans le petit groupe, il y a à la fois Michel Debatisse, Edgar Pisani, un jeune homme qui s'appelle Jean Pisani-Ferry, quelques experts, quelques personnalités du monde agricole. Et c'est un texte tout à fait remarquable de clairvoyance dont on passera peut-être le PDF sur le site internet parce qu'il est quasiment introuvable aujourd'hui. Et puis, à peu près au même moment, Edgar Pisani publie un livre qui est un mélange entre des mémoires et des réflexions politiques qui s'appelle « Un vieil homme et la terre », dans lequel il revient en détail sur cette modernisation agricole. Évidemment, ses avantages, la production en quantité suffisante, la souveraineté alimentaire, la performance à l'export, mais aussi les dégâts que le tout marché a pu provoquer sur l'équilibre social de l'agriculture et puis les dégâts, évidemment, sur l'environnement. Et ce qui est intéressant par rapport à la première discussion que nous avons eue aujourd'hui, c'est à quel point la transformation de l'agriculture, comme la transformation de l'industrie, tout ça doit s'inscrire dans une vision et dans un dessein politique. Et ce qui me paraît aujourd'hui cruellement manquant, s'agissant de l'agriculture, c'est où veut-on amener un système aussi complexe, avec des hommes, des femmes, des acteurs très différents, très hétérogènes, un système aussi complexe que l'agriculture, qui articule tellement de dimensions à la fois sociales, symboliques, économiques, parce que nourrir les hommes, ça n'est pas tout à fait anodin comme acte, comme geste. Et je crois qu'on ne peut pas se contenter d'avoir des normes et des chèques. Il faut qu'on ait une vision politique, et je préférerais que le débat politique porte sur ces questions de transformation du modèle agricole et de vision, plutôt que sur les gadgets habituels. Je vous remercie. Je remercie l'école alsacienne qui, une nouvelle fois, nous accueille pour la 7e année. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourdeau, qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire répond à toutes les questions qui concernent la participation, les contributions que vous avez, grâce auxquelles vous nous soutenez. Je remercie Laurie Galigani et Christian Sori qui ont assuré l'enregistrement de cette émission, Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui la produisent. Je vous donne rendez-vous mercredi donc pour la diffusion de la conversation que nous allons avoir avec le public de l'école alsacienne et dimanche prochain pour un nouvel esprit public qui sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, concentré autour de la question de l'écologie.